Salut, j'espère que tu vas très bien. Je viens aujourd'hui te parler de cycles en astrologie et de leur structure fondamentale. Et tout à l'heure, j'étais en train de préparer le petit paragraphe que je vais utiliser pour présenter la leçon à l'écrit. Et je me suis dit, je vais la lire en début de vidéo parce que je pense qu'elle présente bien l'objectif que j'ai avec cette leçon. J'écrivais comme suit. L'astrologie pourrait être décrite comme la discipline qui observe et étudie les cycles planétaires, leur durée, leur fréquence ou récurrence, et comment l'énergie qu'ils génèrent s'exprime ou se matérialise sur Terre, comment elle impacte la vie sur Terre. Les cycles en astrologie sont à la fondation même de notions techniques de base comme les aspects entre les planètes. Connaître la structure fondamentale de ces cycles nous permet de les étudier et de donner sens à une myriade de situations et de concepts qui seraient autrement très difficiles à comprendre, très difficiles à voir d'abord, je dirais, puis à comprendre. Alors voilà, j'ai pensé et conçu, créé cette leçon dans le but de te donner les bases fondamentales pour des leçons qui suivent, des leçons qui suivent dans l'espace éducatif, notamment des leçons sur les cycles Soleil et autres planètes, même si on a déjà pas mal abordé le cycle Soleil-Mercure et Soleil-Vénus. Je pense d'ailleurs qu'après cette leçon, tu vas les comprendre bien mieux. Mais il y a d'autres leçons sur le cycle Soleil-Mars qui arrive et le Soleil par rapport à d'autres planètes comme des cycles d'incarnation et d'intégration de l'énergie importante. Et puis, cette leçon va te servir également pour comprendre bien mieux les leçons qui suivent aussi sur le cycle Mars-Saturne, dont je te parle très bientôt, le cycle métonique de la Lune, que je t'annonce depuis quelque temps aussi, et que suite à cette leçon finalement sur les cycles en astrologie, je vais être en mesure de t'expliquer. Cette leçon va poser également les bases pour comprendre plus en profondeur les enjeux des cycles planétaires, leur portée et incidence sur la vie collective sur Terre. Et je pense aussi pour éduquer le regard à apercevoir de nouvelles et très riches dimensions des codes natals, des codes de naissance dans un thème, parce que oui, décoder ton Mercure ou ton Mars natal en fonction du signe où il se trouve dans ton thème, en fonction de la maison où il se trouve, ça, bon, on sait le faire plus ou moins. Ensuite, les aspects que nos planètes natales font à d'autres planètes natales dans le thème, ça nous donne aussi des informations super intéressantes et complémentaires. Et puis, on va un peu plus loin. On s'interroge sur le rapport de la planète en question avec le maître du signe où elle se trouve, cette planète. Et là, on commence à donner une autre profondeur à la compréhension de nos codes astrologiques. Mais connaître la phase du cycle de cette planète avec le Soleil, par exemple, connaître la phase dans laquelle tu es né, là, on est à un autre niveau en astro, tu vois. Et si on veut aller encore plus loin, et c'est ce que j'ai non seulement envie, mais toute l'intention de faire avec les leçons du programme à venir, si on étudie les cycles entre binômes de planètes, tu vois, genre le cycle Vénus-Mars ou le cycle Mars-Saturne, comme je t'annonçais tout à l'heure, connaître la phase du cycle Mars-Saturne dans laquelle tu es né et comment cela joue dans ta capacité de matérialiser ou de concrétiser. Là, on est à un niveau master plus plus, hein, je te le dis, niveau presque proche de l'Olympe. Alors, si tout ça t'interpelle, ben reste parce que je pense que tu vas apprendre un tas de trucs dans cette leçon. Je vais commencer par t'annoncer le programme et comment on va, les différentes parties que l'on va aborder au cours de cette leçon. On va commencer par définir la notion de cycle. Ensuite, on va discuter de la structure fondamentale d'un cycle.
J'ai souhaité aborder la partie plus philosophique, la partie plus 5D d'un cycle. Et donc, on va parler du cycle comme la spirale évolutive, on va parler un tout petit peu de Nietzsche, on va parler de l'éternel retour, on va parler des différents archétypes du temps, Chronos, Kairos, Aion. Voilà, j'ai estimé que c'était nécessaire. Ensuite, on va aborder une partie un peu plus technique, non? Les phases du cycle astrologique, les différents moments du cycle astrologique et ce qu'ils représentent. Et donc, ça va te donner une lecture beaucoup plus pointue et beaucoup plus précise des aspects astrologiques. Tu vas voir ça. J'ai préparé des schémas et tout. Ensuite, on va quand même faire une différence entre les cycles astrologiques personnels et les cycles astrologiques collectifs. Et donc, on va faire la différence entre ce qui est la psychologie, l'astrologie, pardon, psychologique et l'astrologie plus mondiale. Et ensuite, on va discuter quelques exemples de cycles en astro, juste pour illustrer. Et à la fin, ben, je te livre une section bonus où je vais partager avec toi quelques secrets des cycles en astro qui sont super intéressants et qui, je pense, vont t'aider à comprendre davantage ou plus en profondeur les cycles astrologiques. Voilà, j'espère que le programme te convient. Donc, commençons avec la notion de cycle. Alors, je pense que si tu es dans le programme Architecte de ma vie depuis un moment ou dans l'espace éducatif ou si tu consommes depuis un moment le contenu que je crée, tu es au courant de l'importance des mots pour moi et comment il est important de revaloriser le langage et de redonner aux mots leur puissance parce que les mots sont des vecteurs de sens. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus sur ces définitions parce que je vais revenir plus tard dans la présentation sur certaines parties de ces définitions. Mais ici, on va juste faire le tour des définitions, on va faire le tour des mots employés. Donc, je suis allée chercher sur larousse.fr le mot cycle et voici ce que j'ai repris des définitions disponibles. Donc, c'est un nom masculin qui vient du latin et du grec, okay, des origines latines et grecques que je suis allée quand même chercher, que tu vois affiché à l'écran. Et donc, le dictionnaire définit cycle comme une suite de phénomènes se renouvelant dans un ordre immuable, comme un ensemble de transformations subies par un système le ramenant à son état initial, ou comme une succession régulièrement répétitive de la même suite de phénomènes à intervalles réguliers. Voilà ce que serait la définition de cycle d'après Larousse. Je ne vais pas, comme je te dis, discuter, je ne vais pas commenter les définitions, je veux juste poser ça pour qu'on puisse revenir un peu plus tard dessus. En tout cas, il y a une notion de rondeur, de circonférence, de cercle, de disque. On le voit ici, 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 tout rond, une ronde, une danse. Il y a également dans la définition du mot latin cette histoire de circonstance et d'opportunité que je trouve intéressante et que je te demande de retenir pour plus tard. Mais en gros, un cycle est représenté par une circonférence, par un truc rond, parce qu'il représente une boucle. Nous avons un circuit donc qui démarre quelque part au début et qui se considère abouti lorsqu'il arrive ou lorsqu'on revient au même point. Et entre le point de début, de départ et le point d'arrivée, nous avons un déroulement. Un processus se déroule. Les points de départ et d'arrivée sont les mêmes, dit-on. C'est la fin d'un cycle coïncide avec le début d'un nouveau cycle, dit-on. La boucle est bouclée.
dit-on. Et ça donne un sens d'accomplissement. Quand on va faire une randonnée, on adore chercher des boucles, on les planifie. On se dit non, on ne va pas passer par ici parce que ça fait l'aller-retour par le même endroit. Tu vois, les randonneurs, ils n'aiment pas passer 2 fois par les mêmes parages au cours d'une même rando. Alors, on cherche la boucle. Ah oui, la boucle, on fait un grand tour. On arrive au point où on était parti et c'est bien, on a complété le truc. Ça donne vraiment un sens de complétude, de concrétisation, de couronnement. On aime les boucles. Mais l'être humain est curieux. Il cherche la performance. Donc, la boucle comme ça, juste comme ça, ne lui sert pas entièrement. Il veut mesurer. Et pour mesurer, ben, il faut faire des unités de mesure. Tu vois, d'ici à là, ça fait 1 mètre. Tout ça comme ça fait 1 kilo. Et donc, pour les cycles, on a voulu les mesurer. Alors, comment on fait? Bon, ben déjà, le cycle complet, ça fait une unité. Mais alors, si on le divise en deux, eh ben, on a 2 moitiés du cycle. Tu vois, genre là, ça nous donne comme un autre repère. On a le début du cycle, on a la moitié du cycle, et ça se divise en 2 grandes phases. Donc, cette circonférence de 360 degrés, elle est divisée en 2 morceaux de 180. Donc, avec cette division par 2, on a la notion de moitié et le cycle en 2 temps. Ça aide de connaître la moitié. Tu sais, genre quand on arrive à mi-chemin, ça donne un repère. Tu vois, quand tu es avec les gamins en voiture, parce que tu pars en vacances et que tu vas avoir plusieurs heures de route devant toi, eh bien, ça aide beaucoup quand ils commencent à faire on arrive quand, à quelle heure qu'on arrive, c'est bientôt fini, de leur dire c'est bon, on est à la moitié du parcours. Ça les calme de suite, on est d'accord? Bon, quand on est dans une montée difficile en rando ou quand on est en train de pédaler sur le vélo, en train de faire une petite montée qu'on est en train de mouliner, eh bien, ça redonne, ça rebooste quand on te dit, allez, il ne te reste plus que la deuxième moitié à faire. Tu te dis, ah ouais, tu te mesures, ça nous donne un cadre, une direction et ça nous aide à ménager nos ressources aussi. Donc, c'est bien d'avoir des unités de mesure. Et puis, on se dit, bah, si on fait la moitié, et si on faisait la moitié de la moitié, tu vois, genre, ça nous fait des morceaux un peu plus petits. Ça donnerait quoi? Bah, ça donne l'écart, ça donne les quartiers. Et hop, ça aide à naviguer les cycles en phase un peu plus courte. Ça donne des balises. Tu vois, genre, je commence ici, j'avance un coup, je ne suis qu'à un quartier de la moitié. Et là, hop là, je continue et là, je suis arrivée à la moitié du cycle. Et j'avance encore un tout petit coup et il me reste plus qu'un quart pour boucler la boucle. Et puis je reviens et c'est reparti. Hop là, un petit quart, hop là, à la moitié, hop là, un autre petit quart, hop là, la reboucler, reboucler. Et c'est reparti, et c'est reparti, et c'est reparti. C'est reparti. Parce que quand on est dans des situations comme ça, cycliques, arrive un moment où on se pose la question, mais attends, ça ne s'arrête jamais. Genre, je vais compléter ce circuit sans arrêt. Sommes-nous condamnés à répéter la boucle à l'infini? C'est une question, une très très bonne question. Et c'est justement ici que je souhaiterais aborder le cycle comme spirale évolutive. Si nous nous tenons aux définitions du début de cette présentation, celle que je t'ai présentée tout à l'heure et que je réaffiche à l'écran maintenant, moi j'aime bien utiliser les définitions des dictionnaires parce qu'elles sont porteuses du contenu intellectuel qui gît dans l'inconscient collectif. Tu vois, c'est en lisant les définitions des dictionnaires des différentes langues qu'on comprend beaucoup de choses sur la partie invisible de la culture qui accompagne la langue en question. Par exemple, quand, dans le cadre de mes accompagnements en life coaching, j'ai commencé
à faire il y a de ça une bonne dizaine d'années, l'exercice avec mes coachés d'aller chercher dans les dictionnaires les définitions, par exemple, de termes fondamentaux dans tout coaching, au moins pour moi, c'est vraiment un point avec lequel je démarre très rapidement, la différence entre besoin et désir. Donc, pour comprendre la différence entre deux mots, pour moi, chercher dans le dictionnaire et voir ce que la définition dit, ben ça nous donne déjà des points de repère. Et puis, j'ai remarqué que les définitions même des termes comportaient l'autre terme. Tu vois, on emploie désir pour expliquer besoin et vice-versa. On fait ça. Comment ne pas avoir ces deux notions complètement amalgamées dans l'esprit des personnes? Si la définition même, non, euh, les mélange, elle ne fait pas la distinction. Et là, ça te permet de comprendre un tas de trucs. C'est pour ça que j'adore travailler avec le langage. La partie cognitive, pour moi, elle est fondamentale pour faire évoluer notre compréhension des choses, notre mentalité, nos croyances, etc., etc. Bref, revenons à nos définitions. Et toujours dans le but de répondre à cette question que je posais tout à l'heure, est-ce que nous sommes condamnés à répéter la boucle à l'infini? Et donc, on revient sur certains termes qui nous sont partagés dans ces définitions, comme par exemple le mot immuable. Immuable qui veut dire qui demeure identique, qui n'est pas sujet au changement, qui ne subit pas de modification, qui est inaltérable, invariable, inchangé. Donc oui, il y a quand même une notion ici implicite de quelque chose qui ne change pas, qui est toujours là, qui est toujours là, qui est toujours là. Ensuite, la deuxième définition, elle est quand même intéressante à mon avis parce que il y aurait, d'après moi, une petite contradiction. Tu me diras ce que tu en penses. Mais j'ai du mal à voir dans la même phrase transformation, donc les transformations subies par un système qui le ramène à son état initial. Alors, comment peux-tu revenir à un état initial si tu as subi des transformations? C'est un peu bizarre tout ça. Hein? Mais donc, il y a quand même un essai ici de dire c'est pareil, mais c'est pas pareil, tu vois. Il y a quand même une transformation. Mais bon, on revient à la répétition, on revient au mot la même suite de phénomènes, tu vois, le truc qui ne change pas, qui est toujours pareil. Et puis, cette notion d'opportunité, de récurrence que nous partage la définition du mot ou les acceptions du terme en latin. Opportunité, récurrence. Et tout ça me renvoie vers les différents visages du temps, qui est un sujet que j'ai déjà abordé dans plusieurs des leçons de l'espace éducatif, notamment dans celle du dossier Saturne, parce que Saturne, pour moi, est l'archétype qui incarne toutes les dimensions du temps. Alors que ce soit Chronos, qui est le temps chronologique, linéaire, physique, le temps en 3D, celui qu'on quantifie et qu'on peut mesurer, celui qu'on découpe en unités, en secondes, minutes, heures, et qui fait tic-tac, 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 celui qui nous permet de poser des objectifs et de nous positionner dans la ligne du temps, le passé, le futur. C'est un peu trop tôt, c'est trop tard, celui qui nous permet de dire tout ça. Et puis, il y a aussi Kairos, qui est le temps inspiré, le temps opportun, le temps idéal. C'est un temps un peu capricieux. Il n'est pas toujours disponible et il demande de la présence et de l'attention au bon moment. Mais en toile de fond, il y a toujours Aion, qui est le temps infini, le temps généreux et éternel, comme la divinité qu'il incarne d'ailleurs dans la mythologie, le Dieu de l'éternité universelle, magnanime et abondant. C'est le Dieu des cycles, le Dieu des saisons, le Dieu du zodiaque. Il est d'ailleurs dépeint à côté de la roue du zodiaque.
C'est le temps qui est toujours là, disponible, sans cesse. Et ces trois visages, ces trois dimensions du temps sont très importantes pour comprendre les cycles astrologiques. Nombre de symboles sacrés nous renvoient vers cette notion. Par exemple, le nœud sans fin du bouddhisme tibétain que tu peux voir à l'écran à gauche, qui d'ailleurs est un talisman de bon augure. Il n'a aucun point de départ ou d'arrivée. On ne sait pas où il commence, on ne sait pas où il finit. Ce symbole transmet l'idée que la connaissance est illimitée et permanente. Sa conceptualisation est accentuée par la croyance qu'il s'agit d'une sagesse infinie et qu'elle est bénéfique pour tous les êtres. Et puis, on a de multiples équivalents, par exemple, dans le monde celtique, comme le triskel que tu peux voir à droite, qui est également symbole du cycle de la vie, qui représente les différentes étapes, l'enfance, la vie adulte, la vieillesse, qui peut aussi symboliser le passé, le présent et le futur en constant mouvement. Connaître les cycles et leur structure nous permet de jongler avec ces trois dimensions du temps, la maîtrise du temps linéaire, l'agilité et la présence, l'attention pour pouvoir saisir le moment opportun et la sagesse qui nous donne cette certitude du temps qui est toujours là et qui revient sans cesse. Et ceci nous permet de mettre ces trois archétypes du temps au service de notre évolution et de notre épanouissement. Il y a ce film qui s'appelle en anglais Groundhog Day, en français Une journée sans fin. C'est un film qui date depuis un moment, 1993. Il est interprété par Bill Murray, c'est l'acteur principal, et Andie MacDowell, l'actrice principale aussi. Tu as certainement vu ce film. Il s'agit d'un journaliste qui est responsable de la météo et donc il part faire son reportage annuel le jour justement de la marmotte, Groundhog Day, qui est le 2 février. Et il repart dans ce village où on fait cette super fête et à cause justement d'intempéries, de la météo. Et il se voit forcé de passer une nuit dans cette ville qu'il n'aime pas, avec ce boulot qui le dégoûte, il n'est pas vraiment content. Et donc, quand il se réveille le lendemain, il se rend compte que sa journée se déroule exactement pareil que la veille. Et donc, ceci se répète une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce qu'il commence à réaliser qu'en fait, il est en train de revivre indéfiniment la même journée de la marmotte. Il est comme bloqué dans le 2 février. Je vais te laisser regarder la bande-annonce et je reviens tout de suite après.